Je sais, Tom Cruise va laisser sa place à Emmanuel Macron pour le prochain Top Gun, mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. On a commencé le débat, je ne vais pas dévoiler le secret, avant même le début de l'émission, et je peux vous dire que c'est déjà chaud. Alors exceptionnel parce qu'on va commenter les événements de la semaine et notamment le forum de Davos. Il s'est dit plein de choses, il s'est fait plein de choses. C'est vraiment une semaine incroyable. On va essayer aussi de se projeter un peu. On fera ça pendant tout le mois de janvier, encore l'émission de la semaine prochaine sur 2026 pour l'économie, la finance, les marchés et votre argent. Au sommaire aujourd'hui, bon évidemment, le mot de la semaine, le mot de l'année, c'est Donald Trump. 1 an qu'il est au pouvoir. Quelle est la situation? Il a décrit une situation idyllique pour les États-Unis. Lors de son discours à Davos, est-ce que c'est vrai? On va se poser la question quand même du Groenland. Quel impact sur l'économie et les marchés? Et notamment, est-ce qu'il y a cette force de rappel avec les taux d'intérêt à long terme et l'arme de la dette américaine? Le chiffre de la semaine, eh bien, la partie recette a été adoptée au Parlement, 5%, le déficit français, est-ce qu'on y croit? En deuxième partie de l'émission, la bourse en 2026, on a vu, petite baisse évidemment sur les menaces de Trump, et puis après Davos, c'est remonté. On est toujours proche de niveaux records, stop ou encore. Quel a été pour nos invités l'élément à retenir sur la bourse cette semaine? La question d'argent, le placement 2026 ou le placement de la semaine, le top ou le flop, le top 3 des gérants. Je vous rappelle qu'on a remis les compteurs à zéro pour 2026 et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, et ça c'est très nouveau, ça date de 2026. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Si nous avions un conseil de sage de C'est votre argent, il le dirigerait. Hervé Gouletker, vous êtes advisor chez Accuracy et comme d'habitude, je pense qu'on ne va pas être d'accord. C'est possible, nous allons voir. C'est même très probable. Roulement de tambour, trompette, voici le gagnant 2025 de notre compétition de gérants avec une performance de plus de 40%. Sébastien Lalvé, vous êtes directeur général de Montpensier Arbevel. Comment ça se passe dans la rue? On vous ovationne? Vous arrivez encore à sortir sans être harcelé par les femmes? Je m'en sors, je m'habitue, donc ça va maintenant. Vous allez nous expliquer s'il y a une recette quand même? S'il y a une recette pour pour faire une performance comme ça et pour être en tête des gérants, c'est quand même pas rien. Vous nous expliquerez s'il y a des tuyaux que vous pouvez partager avec nous. Je vous expliquerai. Je n'ai pas peur de le dire car je le pense, c'est le Warren Buffett français. Il le prouve chaque année avec des performances hors normes. Romain Burnand, vous êtes président de Moneta AM. Bonjour Romain. Bonjour Marc. Très belle performance en 2025, on le rappelle. Je crois que vous étiez au-dessus de 20% ou 25% même. Oh oui, même 29% sur les fonds petites valeurs, 26% sur le fonds multicap, 22% sur le fonds long short. Non, c'est une excellente année pour nous. Désolé de pas... c'est pas 40%. Mais c'est en vrai. Je préfère en vrai. Mais bon, je suis content. On est très content. Bravo. Il sait tout faire du culturisme à l'économie en passant par l'élevage de chats. C'est le chouchou des médias, Christopher Dembig. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Bonjour Christopher, toujours un plaisir de vous voir. Je vois que les Suisses vous ont imposé un look qui n'a rien à voir avec celui que les Chinois vous imposaient. Exactement. Donc c'est très bien. Allez, le mot de la semaine, évidemment, ça aurait pu être Davos, mais j'ai préféré dire 1 an. Bah oui. Happy birthday to you. Voilà, il a fêté sa première année de mandat à Davos et il a fait, tiens, quelle surprise, un bilan sans nuance. C'est pas son genre pourtant. Jamais les États-Unis n'ont été aussi puissants économiquement qu'aujourd'hui. Si on l'écoute, tout est au top. La croissance, l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages, le déficit commercial, le déficit public et la bourse. Alors, Hervé Gouletker, est-ce qu'il délire ou est-ce qu'il dit vrai? Je vais vous avouer que même moi, quand je l'écoutais, je me suis dit, il faut que je revoie mes prévisions sur les États-Unis. Je suis trop négatif. Alors, il pousse, évidemment, mais c'est le personnage. Si on prend le court terme et si on intègre en fait les décisions qu'il a pu prendre, et on pense d'abord aux droits de douane, il y avait beaucoup de pessimisme. Au printemps dernier, on se disait la croissance américaine, elle va flancher. Et finalement, de façon curieuse, en fin d'année, on retrouve les prévisions qu'on faisait au début de l'année. C'est comme si s'était rien passé, mais il s'est passé plein de choses. Alors, si on prend simplement les chiffres, et après on essaiera de prendre un tout petit peu de recul. Les chiffres, avant Trump,
On était plutôt entre 2,5 et 3% de croissance les 3 années précédant Trump. Biden, c'était pas si mal que ça. 2025, on va faire 2. Et si on croit tout le monde pour cette année, les années futures, on va être entre 2 et 2,5. Donc, objectivement, c'est pas mal. C'est au-delà du potentiel de croissance. Donc, un satisfecit. Par contre, dire que c'est miraculeux, c'est pas miraculeux. Sachant que sur la fin de l'année, comme il y a eu une interruption de la publication des statistiques, aujourd'hui, sur le 4e trimestre, il y a tout et son contraire en matière de croissance, de prévision de croissance. Donc, on verra bien. Moi, ce qui me chiffonne, c'est pas le court terme, c'est le moyen terme. La règle de droit qui est remise en cause, l'équilibre des pouvoirs qui est malmené, le fonctionnement du monde qui est contesté. Simplement, vous prenez un indicateur du libéralisme économique dans le monde et vous le comparez à la croissance économique, c'est plutôt lié. Aujourd'hui, il y a quand même un questionnement d'un fonctionnement libéral du monde. En termes de croissance, ce n'est pas un très bon signal. Donc, je serais plus prudent que le président américain. Oui, parce que vous tenez pour acquis qu'en fait, la façon dont ça fonctionnait avant était bonne et qu'on était dans le libéralisme. La Chine n'est pas dans le libéralisme depuis plus de 20 ans, nous a pillé l'Europe et est en train de la broyer, notamment à broyer totalement l'Allemagne. Il dit simplement l'ordre économique mondial n'était pas le bon, on va changer. Alors qu'il y ait des failles dans l'ordre économique mondial de la période néolibérale, vous avez raison, il y en a eu. Mais les Américains ont quand même été beaucoup à la genèse de cet ordre-là. Les entreprises ont fait leur miel de cet environnement. Qu'il faille le faire évoluer, oui, archi oui. Moi, je pense toujours que même quand ça marche qu'à moitié, vouloir tout casser, c'est pas le bon système. Et là, on a un peu l'impression de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Pas sûr. Christopher Damick, il dit, en fait, quand j'ai lancé toutes mes mesures, vous avez dit il va y avoir de la récession, il va y avoir énormément d'inflation, et finalement la croissance repart et il n'y a pas d'inflation. Oui, parce que je pense qu'il y a eu une surinterprétation du fait politique et des discours, c'est-à-dire, je me souviens très nettement, lorsque vous aviez les prévisions juste avant le jour de la libération, lorsqu'il annonçait tous ces tarifs douaniers, les prévisions notamment des banques américaines avec des scénarios vraiment catastrophes dans la foulée du jour de la libération, sans avoir même juste la capacité de savoir quel va être l'impact éventuellement des mesures protectionnistes. Je pense qu'il faut se garder de surréagir aux propos de Trump. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a une vision America First, comme il l'a mentionné, il ne surprend sur rien en réalité. Il a une vision qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité qui est assez cohérente et qui est partagée par d'autres puissances, qui est d'un partage du monde, donc y compris de ses richesses. Si on regarde sur le temps long, moi je suis assez optimiste quand même sur la capacité aujourd'hui des États-Unis à comprendre les enjeux sur 10 ou 15 ans, ce que nous, Européens, on a un peu de mal, même si on avance à marche forcée. Un seul exemple. On va commencer par la tech, hein, par exemple. La dette. La tech. La tech, oui. La tech, typiquement, si vous regardez sur la dette, alors il y a toujours le questionnement, bon, la dette américaine trop élevée, à un certain stade, vous allez avoir des acteurs qui vont en sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti la loi Genius qui oblige tous les émetteurs de stablecoin à détenir en face des bons du Trésor américain. Et c'est pas négligeable. Si vous regardez sur 2024, ce sont les dernières données consolidées, les émetteurs de stablecoin aux États-Unis ont acheté plus de dettes américaines que le Japon. Donc ils ont trouvé des relais. Même chose sur la fragilisation des chaînes d'approvisionnement. Ce qu'ils ont fait avec les terres rares, alors certes, ça prendra du temps. Aujourd'hui, les États-Unis sont dépendants à 60% des importations de terres rares chinoises. Nous, on est à 95%, juste pour donner un ordre de grandeur. Mais en tout cas, ils ont remis en marche le recyclage aux États-Unis. Ils ont rouvert des mines. Certes, c'est polluant, mais c'est la même logique qu'avec le pétrole de schiste. Et surtout, je pense qu'il est... Alors, Trump a sa manière de faire, mais c'est aberrant de mettre une rupture brutale entre démocrates et républicains. Biden avait enclenché déjà certains processus, notamment sur les énergies renouvelables. Exactement, qui a été finalement prolongé et accentué par Trump. Donc il y a une vision qui est partagée en démocrates et républicains qu'il faut jouer America First. C'est pas la même manière de communiquer, mais ça a toujours été partagé. Regardez, en 1993, vous avez un excellent dessin de Plantu dans Le Monde qui montrait déjà, qui condamnait, qui critiquait le protectionnisme américain. 93, c'était Clinton, c'était l'héros, le quasiment héros européen pour nous. Mais la réalité, c'est que nous, on est un peu trop naïfs. Ce que dit Trump, c'est très brutal, mais ce sera dit de manière policée par un démocrate, y compris par exemple, le gouverneur de Californie, qui est un peu le chouchou des Européens aujourd'hui. Donc, ils ont compris qu'il faut se battre face à deux puissances, notamment une qui est la vraie puissance, qui est la Chine, qui peut être plus ou moins alliée avec la Russie, et l'Europe doit choisir son camp. Le partage du monde qui est mis en avant par Trump, ça n'a rien de nouveau.
1494. C'est la même chose entre espagnol et portugais. Ça a été validé par le pape Alexandre VI. Au 19e siècle, on a eu plein de partages du monde. La guerre froide, c'est un partage du monde. C'est plutôt un retour à la normale. Romain, comme moi, vous avez des cheveux blancs. Hein. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, ils ne le voient pas. On a vu pas mal de présidents défiler. C'est quoi votre impression au-delà des discussions sur il est fou, il n'est pas fou? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous l'écoutez, si vous l'avez écouté à Davos, quand vous voyez ce qu'il annonce? Il a une ligne de conduite qui est claire, mais il a quand même une stratégie qui est très court-termiste. La stratégie court-termiste, c'est quand même les déficits. Bon, c'est bien de faire acheter des stablecoins, des bons du trésor américain. Enfin, c'est juste planquer de l'argent et ça n'enlève pas la dette. Et on a une croissance qui, comme vous l'avez remarqué, est une croissance un peu supérieure à la moyenne de long terme, mais pas beaucoup, alors qu'on a un déficit énorme et qu'on a un effet richesse qui tire la consommation aux États-Unis, qui est invraisemblable avec des niveaux de valorisation des marchés qui sont, et de tous les actifs financiers qui sont énormes et qui font que 10% de la population consomme 50% de la consommation américaine. Donc on a des fragilités. Et la baisse du marché qu'on a connue en avril dernier, donc suite à Liberation Day, donc l'annonce des droits de douane, a montré la vulnérabilité d'une économie qui dépendait beaucoup de sa consommation intérieure, elle-même tirée non pas par un flux d'épargne, mais tirée par un effet richesse qui était très important. Donc on est dans une situation qui est instable. Fragile pour vous. Fragile, oui. Mais il a un plan. Mais il a un plan, et il a c'est la mise en place de l'appliquer, mais c'est une stratégie de court terme. C'est du court terme. C'est un peu comme une société qui se ferait très belle avant de s'introduire en bourse, quoi. On sait de quoi on parle. Sébastien Lalvé, qu'est-ce que je sais que vous êtes assez critique. Quand vous voyez, finalement, un président qui gouverne, qui prend des mesures d'une façon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça se fasse de façon brutale et avec très peu d'élégance, mais finalement, il déroule son plan. Est-ce que ça vous choque ? Non, effectivement, la croissance de cette année et de l'année prochaine, en tout cas l'année prochaine, en tout cas sur 2026, elle est tirée par des aspects fiscaux. Hein. Le déficit est énorme, on le sait. La consommation est bonne parce qu'il y a un effet richesse. Il n'y a que les États-Unis qui bénéficient de cet effet richesse où la consommation est liée au niveau boursier. Et également, les cadeaux fiscaux prévus en 2026 vont impacter positivement le PIB. Et juste sur l'état de la santé économique, donc des sociétés, il y a un élément important. Sur 2025, en réalité, les GAFA, les 7 magnifiques, toujours les mêmes sociétés, qui entre nous, on le sait, représentent 40% du S&P, ont relevé leurs estimations de 10% en 2025, sous l'impact des investissements qu'on connaît tous. Mais le S&P 493, les autres, sur la même période, ont vu leurs estimations baisser. Donc la réalité, une fois encore, l'économie, elle est boostée par les déficits budgétaires et les indices boursiers donnent un miroir, entre guillemets, déformant lié aux 7 magnifiques parce que Nvidia fait 5 000 milliards de capitalisation boursière et le reste compte moins. Et en plus, les algos, on le sait, et la gestion passive, les algorithmes ont fait que la gestion passive a surinvesti sur ces sociétés-là. Donc la bourse, donc fragilité, vous dites, comme Romain, est beaucoup plus fragile que la réalité perçue. On va revenir sur la bourse. Vous vouliez ajouter quelque chose, Hervé ? Quelque chose. En fait, là, on raisonne en moyenne, on dit la croissance moyenne. Mais en fait, la dispersion, qu'elle soit sectorielle, qu'elle soit en montant de revenus aux États-Unis, est très forte. Donc, en fait, quelle est la force de la moyenne quand vous avez une dispersion, un écart type qui est extrêmement élevé? Et aujourd'hui, c'est une économie duale, ternaire, je ne sais pas le mot qu'il faut employer, mais donc ne regardons pas simplement les chiffres moyens. Prenez par exemple la production industrielle. La tech, on doit être à 7 ou 8% de hausse, le reste, on est à quasiment zéro. Ouais. Et c'est partout pareil dans ce pays-là aujourd'hui. Donc, vous prenez un angle, vous dites, waouh, c'est super, vous en prenez un autre, ça paraît fragile. Mais la moyenne est quand même bonne. Allez, on passe tout de suite à la question du Groenland. J'avais envie quand même de vous poser, évidemment, quand on s'imagine, est-ce qu'on aurait pensé qu'un jour le sort de l'économie mondiale et des marchés dépendrait pendant quelques semaines d'un territoire habité de 57 000 personnes seulement? Moi, je l'aurais jamais cru. À Davos, Trump persiste et signe. Il veut le Groenland, il veut un accord, il veut qu'on paye des services rendus par les États-Unis à l'OTAN et à l'Europe en remerciement de l'intervention américaine
américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans laquelle, selon lui, nous parlerions allemand et japonais. Il y a deux choses dans ce qu'il a dit que j'ai trouvé intéressant. D'abord, je pense qu'il appelle l'Europe, une fois pour toutes, à sortir de ce statut d'assisté des États-Unis. Hervé Gouletker. Alors, le statut d'assisté des États-Unis, c'est vite dit, parce que, alors c'est vrai que militairement nous sommes assistés, on pourrait dire, sans se tromper, que financièrement les États-Unis sont assistés par l'Europe, parce que l'Europe plus le Japon, allez soyons simples, un peu la Chine, assure les fins de mois des États-Unis depuis une cinquantaine d'années. Donc en la matière, faut bien voir qu'il y a une réciprocité. C'est plus équilibré qu'il ne le dit. Par contre, on peut dire qu'institutionnellement, il y a un système américain qui fonctionne et qui lui permet de s'exprimer en tant que grande puissance. L'économie européenne, quand on voit les chiffres, elle paraît forte, n'empêche qu'elle est moins bien organisée. Moi, je pense que le problème elle n'a pas de rôle européen, de croissance, surtout. En fait, moi je pense que... Et elle a un modèle social qu'elle ne peut pas financer. La question est institutionnelle surtout. C'est-à-dire que notre Europe des 27, eh bien, elle n'arrive pas à prendre des mesures drastiques parce qu'il faudrait qu'elle s'intègre plus. Et je pense que politiquement, pour ne pas dire culturellement, s'intégrer, c'est très compliqué. On est à un moment des géants, les États-Unis, la Chine. Vous avez droit à la parole. En fait, c'est le concert des nations qui est l'exemple suivi par Trump, donc le congrès de Vienne, 1815. Il y a les grands qui ont leur zone d'influence autour d'eux, et puis soit on est un grand, soit on est dans la zone et on suit. Et aujourd'hui, la question pour l'Europe, c'est soit tu es un grand, soit tu seras dans la zone d'influence d'un autre. Quand on lit la stratégie de sécurité nationale, clairement, c'est pas dit, mais on a quand même une vocation à rejoindre la zone d'influence américaine. Donc il faut qu'on se secoue, mais il faut se secouer économiquement. Il y a eu le rapport Draghi, il y a eu le rapport Letta, on en a déjà parlé autour de ce plateau. On en a parlé, mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il n'y a pas grand-chose, mais parce que ça bloque... On en parle beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Mais parce que ça bloque institutionnellement. Si on ne pousse pas les feux du marché unique, et la non-réalisation du marché unique en termes d'équivalent droit de douane, mais c'est 3 fois, 4 fois ce que les États-Unis font subir à l'Europe. Donc le problème, c'est on doit se réinventer. Est-ce que politiquement, on est aujourd'hui en situation de se réinventer ? Hélas, la réponse est non. Il y en a qui l'ont compris, c'est les Allemands qui... Alors, tous les 10-15 ans, ils se réinterrogent. Mais aujourd'hui, ils se réinterrogent sur l'avenir de l'Union européenne. Et en fait, ils n'ont pas tort. Aujourd'hui, wake-up call, vraiment pour l'Europe. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. En fait, je pense qu'on passe beaucoup de temps à critiquer Trump, tant mieux ou tant pis, et c'est un choix, sans regarder nous-mêmes. D'ailleurs, Zelensky le dit de façon extrêmement brutale. Hein. Il dit vous arrêtez pas de critiquer Trump et puis d'attendre qu'il prenne des décisions sur l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est un problème européen et l'Europe ne fait rien. Ah, complètement. Je pense que c'est assez clair. Alors, on voit qu'il y a certains pays européens qui sont bien sûr plus proches de la Russie ont vraiment pris les devants. Vous avez déjà des entreprises, notamment quelques entités dans la dronautique qui ont émergé en Europe en l'espace de 2-3 ans. En revanche, bien sûr, vous n'avez pas de filière intégrée encore. La bonne nouvelle peut-être pour nous Européens, c'est qu'on n'a pas de problème de financement, que ce soit de l'argent public, de l'argent privé, il y en a suffisamment. Si on souhaiterait par exemple recréer une industrie de défense un peu plus compétitive, notamment dans tout ce qui est dronautique, donc on a les moyens. Mais en revanche, effectivement, du point de vue politique, ça pêche. Et là où Trump va toujours dans une vision très radicale, mais là où il a raison par exemple sur le sujet du Groenland, c'est que le Groenland, pendant de très nombreuses années, a été un sujet qui a été complètement délaissé par le Danemark. Alors je crois que ça remonte à une dizaine d'années. Lorsque les Groenlandais ont demandé un nouvel aéroport, le Danemark a refusé. Il a simplement accepté lorsque l'argent chinois a commencé à arriver. Donc on se réagit finalement, mais on n'anticipe pas. Et c'est peut-être ce qui manque. Aujourd'hui, les Américains, on voit très bien, ça aboutira ou pas, mais ils ont une vision sur 10, 15 ou 20 ans. En Europe, aujourd'hui, on surréagit. D'ailleurs, c'était ce que condamnait Zelensky. Ouais. Il nous disait, grosso modo, on réagit. Après, une fois qu'on a géré, je crois que c'était la référence au Groenland, le problème, on le passe sous la table et finalement, ça va ressurgir par la suite. C'est la même chose avec l'Ukraine. Donc, vous n'avez pas une stratégie aujourd'hui qui pourrait être discutée au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour se dire, effectivement, est-ce qu'on va être des vassaux des États-Unis? Si oui, à quelles conditions? Est-ce qu'on est une puissance moyenne? On rejoint la vision du monde qui est canadienne, qui a été mise en avant par le Premier ministre canadien. Vous avez une myriade de sujets aujourd'hui. Et c'est vrai que Trump, d'une manière ou d'une autre, et son administration est encore plus brutale, nous disent il va falloir réagir via effectivement des investissements dans la défense, mais peut-être aussi comprendre notre rôle dans ce choc des géants, c'est-à-dire choisir quel rôle on souhaite avoir dans ce cadre-là. Romain Burdon.
Oui, moi je pense, je suis pas vraiment d'accord avec vous parce que l'Europe a réagi et en tout cas les marchés ont suivi à cette réaction de l'Europe. Les valeurs de la défense, c'est les stars de l'année dernière. Donc des investisseurs qui ne sont pas seulement européens mais du monde ont investi dans Rheinmetall, dans toute l'industrie de la défense européenne. Alors c'est une bulle boursière, on peut dire. On va voir si les budgets suivent, mais enfin le budget allemand est là, les commandes commencent à être passées et les choses se passent. Par exemple, on parle beaucoup d'Allemagne, mais par exemple même en Espagne, qui a été plutôt renaclée sur l'importance de son budget de défense. Ils sont en train de s'organiser autour de 2 leaders espagnols, notamment Indra Sistema, qui est coté, et qui a reçu, sur le programme d'armement de l'Espagne, ils ont reçu 18 commandes parmi les 30 plans qui ont été présentés. Donc il y a vraiment un réveil, en tout cas au niveau de la défense, de l'Europe. Alors vous allez dire, d'accord, on n'a pas été visionnaire, on se réveille sur le choc, mais on ne peut pas dire que l'Europe n'a rien fait. Et les rapports Letta et Draghi ont quand même des débuts d'application en Europe. Alors c'est des tout petits débuts, mais les gens se présentent. Non, mais ce qu'on dit, on dit la même chose que vous. On dit qu'on réagit, mais on dit qu'on réagit sous la pression. C'est-à-dire que si Trump ne nous avait pas imposé de passer à 5% de nos budgets pour la défense, l'Allemagne n'aurait pas fait sauter sa règle de rigueur budgétaire. On ne peut pas dire rien ne change, parce que je veux dire, je suis d'accord, mais Trump réagit aussi pour gagner son élection de midterm, et beaucoup des annonces qui sont faites sont dans cette direction aussi. Donc tout le monde gère aussi son court terme. Je veux dire, l'Europe a quand même pris la mesure de l'enjeu. Alors est-ce qu'elle sera à la hauteur et est-ce que ça va... Il n'y a pas que cet enjeu, il y a la défense, parce qu'on nous l'a imposé. Sur la tech, on ne nous impose rien, il ne se passe rien. Vous êtes bien placé pour le savoir. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur tech cotée en Europe ? Alors sur la tech, on nous impose rien, parce que la tech, ça ne se décrète pas comme ça. Oui, malheureusement. Par exemple, sur les mouvements, et c'est ce que vous disiez, sur l'Europe a des économies à faire par elle-même en se réorganisant industriellement. Dans le secteur des télécoms et dans le secteur des banques, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. En tout cas, les marchés s'y préparent et ce sont des secteurs qui ont monté. Donc, je veux dire, peut-être on croit que ça... Enfin, voilà, en tout cas, certains investisseurs y croient. Ça bouge, on réagit, mais on réagit je trouve qu'on réagit sous la pression. Et Sébastien, vous êtes d'accord ou pas ? Non, non, il y a pour moi, il y a un problème originel. C'est non, d'accord. Non, mais c'est sûr qu'on réagit sous la pression, je veux dire. Mais non, il y a un problème originel avec l'organisation européenne, c'est qu'elle a été au niveau dans sa réflexion, elle était là pour protéger le consommateur et absolument pas pour protéger l'industrie. Merz va plus loin à Davos, il dit en fait on sait faire que de la réglementation. Non, mais c'est au-delà de la réglementation, c'est une idée centrale qui est de protéger le pauvre consommateur, donc une vision assez socialiste des choses, et au détriment des producteurs et des entreprises. Quand dans le même temps, aux États-Unis et en Chine, on a une vision, parce qu'en réalité, les États-Unis, c'est un pays extraordinairement protectionniste et dirigiste. Dire le DARPA, la technologie américaine, elle est née du DARPA. Le DARPA, c'est quand Gargarine est allé dans l'espace et on s'est dit oulala, c'est un problème. Donc c'est l'État, à travers le DoD, donc le département de la Défense, qui va centraliser la technologie et être certain que les pépites technologiques auront des applications militaires. Et ça vient de ça. Donc le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas cette vision-là. Pourquoi ? Le meilleur exemple, c'est le cloud, qui aujourd'hui est pour moi la mère de tous les combats, ou presque. Et on a qui en Europe là-dessus ? On a OVH, qui est un nain. Qui se bat, mais pourquoi c'est un nain ? Parce que EDF, il doit passer avec Amazon ou avec Google, et toutes les grandes entreprises, et c'est là où il faut être fort, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux grandes entreprises, mes amis, vous ne passez pas avec Google, vous ne passez pas avec Amazon, vous passez avec OVH. Et il y a 15 ans, quand l'histoire du cloud est sortie, en France, c'est ce qu'on a fait. On a fait un consortium avec Orange, et en face, il y a un autre avec SFR, et machin, donc on a divisé pour mieux régner, où à la fin, il n'y avait rien du tout. Donc le seul moyen, effectivement, c'est la force. Donc, il faut imposer aux entreprises, vous n'avez pas le choix, dans 5 ans, il faut faire du Trump, votre cloud. Mais c'est là où moi, je l'aime profondément pas. Mais la réalité, c'est que sur la façon de faire et sur plusieurs sujets, il n'y a que ça. Quand vous discutez avec Publicis, vous dites est-ce que c'est important, vous pensez quel LLM on utilise ? Rien à faire. Rien à faire. Donc, en réalité, la souveraineté,
on en parle, mais les entreprises s'en moquent. Allez, on passe tout de suite. Alors, on va faire sauter la partie sur le budget français. C'est pas grave, on en parlera la semaine prochaine. Parce que je voudrais vous parler évidemment de la force de rappel avec les taux d'intérêt cette semaine. Vous parlez de la bourse, vous parlez de notre top 3, du top et des flops et des conseils de nos gérants. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Dommage qu'on ne tourne pas dans les pauses parce que c'est en fait c'est là que ça s'engueule le plus avec Christopher Demick, Romain Burnand, avec Sébastien Lelevé et Hervé Gouletker qui n'étaient pas d'accord du tout sur le capitalisme d'État. C'est quand même intéressant comme débat. Hervé, dites-nous ce que vous disiez pendant la pause. Moi, je suis persuadé que en fait on entre à un moment parce que le monde se rétrécit, le monde n'est plus ouvert, il se referme parce que il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a cette recherche des matières qu'on veut capter pour soi. On entre dans un capitalisme de la finitude qui ressemble à un capitalisme d'État, c'est-à-dire que les entreprises ressemblent aux compagnies des Indes qu'on pouvait avoir au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'en fait, on n'est plus du tout dans le néolibéralisme vantant les mérites d'un marché libre et ouvert. On est dans un système qui est contrôlé par l'État. Et il y a une adaptabilité des acteurs qui est remarquable. Vous ne pensez pas aussi que c'est lié au fait qu'on n'arrive pas à produire de croissance sans déficit et sans dette ? Et donc, en fait, c'est l'État le moteur de la croissance. En fait, contrairement à la théorie libérale, c'est-à-dire, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, Sébastien, aujourd'hui, si on n'avait pas nos 5%, quand on pavane avec notre pourcent de croissance à peine en Europe et qu'on regarde en France et qu'on regarde notre 5% de déficit budgétaire, aujourd'hui, vous enlevez tous les plans de relance allemands, on en parlait tout à l'heure, vous n'avez pas de croissance en Allemagne. Et vous n'avez pas de croissance en zone euro. Le plan de relance, c'est étatique. Moi, je pars du principe, et j'espère que Romain est d'accord avec moi, l'investissement peut être utile à quelque chose et il y a beaucoup d'argent qui est dépensé qui ne sert à rien. Ouais. Donc dans le 5% de déficit budgétaire français... Mais je suis tout à fait d'accord. Quand Olivier Faure explique qu'on n'a pas un problème de recettes, on a un problème de dépenses, pas de problème de dépenses, on a un problème de recettes, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai le sentiment... que souvent, il y a aussi du levier sur la qualité de la dépense. Mais on est tous d'accord avec ça. Et moi, je pense que c'est le vrai sujet aujourd'hui. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous enlevez les plans de relance au Japon, vous enlevez le plan de relance en Chine, vous enlevez le plan de relance aux États-Unis, vous enlevez le plan de relance en Allemagne, et je peux continuer comme ça pendant des heures, vous n'avez pas de croissance. Non, mais ça, je pense que c'est vrai. Et en fait, il faut bien voir qu'avec une démographie faible et des gains de productivité dont on ne sait pas trop... Elle est même dramatique. Voilà, elle est très mauvaise. On a vu les chiffres de la Chine. Vous n'avez pas tort. C'est vrai que la capacité naturelle, si j'ose dire, à créer de la croissance, elle est faible. Et donc, il faut des soutiens. Le rôle de l'État est devenu malheureusement essentiel. Mais il faut, dans ce cas-là, pousser le raisonnement à la case d'après. Le raisonnement à la case d'après, c'est que si on ne veut pas qu'il y ait une réaction un peu intempestive, haussière des taux d'intérêt à long terme, il va falloir que l'on gère des stocks d'obligations d'État dans les banques centrales, dans les assureurs, chez les banquiers, pour que les taux restent bas. Hervé, merci pour la transition. On parle tout de suite des marchés cette semaine. Alors, on a eu un petit yo-yo, on a eu une baisse évidemment, puisque tout le monde, comme d'habitude, croyait que Trump allait envahir le Groenland. Et puis après, il a dit non, finalement, je l'envahis pas, mais évidemment, il n'avait jamais l'intention de l'envahir, c'est pas grave. Donc, on a quand même une semaine qui est pas terrible, mais un début d'année qui est plutôt stable avec des pays qui sont très dans le vert, comme le Nikkei, comme Shanghai. Ce que j'ai trouvé très intéressant cette semaine, pour moi, le fait marquant de la semaine, ça a été la force de rappel avec la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. On explique pour les gens qui nous regardent, il y a les taux d'intérêt courts qui sont décidés par les banques centrales, les taux d'intérêt longs qui sont fixés par le marché, en l'offre et la demande, qui dépendent évidemment de l'inflation, des perspectives de croissance et puis de la confiance dans le pays. Et puis au moment où Trump a mis ses menaces contre l'Europe, ce qui s'est passé, Christopher Demick, c'est qu'on s'est dit, tiens, finalement, c'est ce que disait tout à l'heure Hervé, il y a une réciprocité, parce que nous aussi, on aide les États-Unis à se financer. Et finalement, on s'est aperçu que même le Danemark, qui était sous pression, avait de la dette américaine, que la Suède avait de la dette américaine, et que finalement, si on se mettait tous à vendre notre dette américaine, ils seraient très mal, parce que leur taux remonterait, et que si leur
taux remontent, on imagine évidemment l'immobilier, le pouvoir d'achat, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Force de rappel, c'est un peu la kryptonite de Donald Trump, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le debasement trade, et on l'entend en 2025. Concrètement, les investisseurs, les États souhaitent réduire leur exposition au marché américain. Alors attention, il y a la communication et il y a les faits. On a juste les chiffres pour 2025. La réalité, c'est que les flux de capitaux entrant sur le marché boursier américain sont à un point haut en 2025. Donc ça permet aussi de mettre en parallèle avec ce qui est mis en avant. Mais effectivement, il y a quand même cette force de rappel de dire si vraiment, effectivement, il y a l'incertitude géopolitique ou les éléments mis en avant par Trump commencent à créer un peu trop d'inquiétude, on peut éventuellement en vendre. Vous avez Ray Dalio, qui est un investisseur américain, qui a même parlé de risque de guerre des capitaux, où effectivement vous auriez des ventes éventuellement massives ou moins massives de bons du Trésor américain. Je pense qu'il faut rationaliser le problème. Personne, et ça n'interviendra jamais, vous n'aurez pas de vente massive de bons du Trésor américain. On l'a eu, les Chinois sont bien sortis. Mais pas massive, sur le temps long. Oui. Parce que sinon, c'est perdant-perdant. La Chine le fait très bien, et c'est un processus enclenché depuis de nombreuses années. La Russie aussi l'a fait à partir de 2014. Aujourd'hui, par exemple, vous avez eu au cours de la semaine un élément qui a créé un peu d'inquiétude, c'est le fonds de pension danois qui a annoncé qu'il allait vendre jusqu'à 100 millions de bons du Trésor américain, 100 millions de dollars de mémoire, ce qui représentait tout ce qu'il possédait. Déjà, 100 millions, ça reste faible. Et surtout, le point qui est important, c'est que le fonds danois, de pension danois, avait une stratégie depuis longtemps, avant Trump d'ailleurs, de réduire son exposition aux bons du Trésor américain. Donc, il n'y a pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut se garder de se dire qu'il y a un effet Trump qui est mesurable aujourd'hui. Okay. Ça peut créer de la volatilité sur les marchés, on l'a très nettement vu. Et il y a un autre phénomène qui est peut-être plus important, c'est que la hausse des taux longs aux États-Unis, c'est aussi en partie lié à la hausse des taux longs au Japon. Ça mériterait d'ailleurs une émission. Mais pour faire de manière très rapide, au Japon, ça a de nouveau augmenté parce que vous avez des élections législatives le 8 février. Avant les élections législatives, comme c'est systématiquement le cas au Japon, on parle de dépenses publiques. Et vous aviez déjà un plan au mois de novembre qui avait été adopté. Donc on rajoute encore par-dessus. Et bien évidemment, ça crée un peu d'incertitude parce que la Banque centrale normalise ses taux. Donc il y a ce sujet-là. Et on sait qu'il y a l'effet contagion Japon-États-Unis, on l'avait eu aussi au mois de mai dernier. Donc peut-être que pour moi, le vrai risque, c'est plus ce qui se passe sur les taux longs japonais qu'un éventuel effet Trump ou débasement trade. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que user de son portefeuille obligataire comme une menace, c'est une arme de dissuasion. Donc, comme le nucléaire, c'est pas fait pour être utilisé, mais c'est une arme de dissuasion. L'histoire nous a appris, Suez 56 nous a appris que ça pouvait marcher. Donc, les Anglais, ils se sont mis à genoux devant les Américains lorsque les Américains ont menacé de vendre leur portefeuille de titres d'État britanniques. Donc, la dissuasion, dans certains moments particuliers, ça marche. Deuxième élément, en fait, tous les taux longs remontent, sauf aux États-Unis. Ils remontent, aux États-Unis, un tout petit peu. Ils remontent partout parce qu'il y a de vraies inquiétudes sur la stabilité, la soutenabilité des dettes publiques. Il y a des efforts à fournir. On n'a pas parlé de la France, mais pour assurer la soutenabilité de la dette publique, il faut qu'on réduise notre déficit de plus de 5 points de produit intérieur. C'est gigantesque. Donc, en fait, aux États-Unis, on n'a pas ça parce que, et c'est là où les Américains sont un peu plus malins que les autres, hélas, c'est vrai qu'ils savent qu'ils ont une difficulté et dans les mois qui viennent, en attendant les élections de mi-mandat, on ne doit pas avoir de hausse des taux longs aux États-Unis, comme il faut que l'inflation reste sage. C'est les deux conditions pour qu'ils ne se ramassent pas trop, nos amis républicains. Et donc, en fait, ils essaient de jouer sur tous les tableaux pour faire que les taux restent bas. Alors, j'entre pas dans les détails. Non. Après, il y a des contre-effets de tout ça. Mais les taux longs, dans le contexte actuel, sont voués à la hausse. La question, c'est quel impact ça aura sur les marchés actions. Il y a des moments où hausse des taux longs, hausse des actions, ça va de compère. Il y a des moments où c'est l'inverse. Et la clé de tout ça, c'est l'inflation. Il ne faut pas que l'inflation accélère. Alors, on se tourne maintenant. Vous avez un statut de gourou, Sébastien, compte tenu de votre classement de l'année dernière. Donc la France vous écoute et veut savoir, d'après vous, où va la bourse en 2026. Donc, j'ai deux gourous là, j'ai Warren Buffett et j'ai le gagnant du concours de l'année dernière. Exactement. Grosse responsabilité. Grosse responsabilité sur nous deux, je partage. Ça va pas forcément beaucoup vous aider, Marc. Non, là, vous pouvez pas vous défiler, les gars. Là, on a besoin de vous, là. Déjà, premier With élément... great power, great responsibility. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'importance le rôle des États et le fait que sans les États, il n'y a pas de croissance, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va revenir à ce qu'on appelle la prédominance nouvelle du stock picking.
C'est-à-dire que dans un monde sans croissance, il va falloir être très sélectif sur qui on soutient et dans quoi on investit. Et ça n'a pas été le cas depuis 3-4 ans. Vous essayez de gagner du temps, là. Parce que c'était du momentum. Donc moi, je pense que là où on doit investir en 2026, c'est à nouveau sur les small et mid cap, donc sur des sociétés plus petites qui, elles, vont avoir de la croissance dans des niches. Premier élément. En Europe, pourquoi en Europe ? Parce qu'on est moins exposé au dollar, et le dollar, il est tendanciellement baissier. Et quiconque a regardé son portefeuille en 2025 en euros, il a vu que c'était très différent par rapport à sa performance en 2025, en dollars. Ça va continuer. Donc, small et mid-cap européenne, plein de secteurs, très liés à la souveraineté. Donc ça, on est assez confiant là-dessus. Dans les secteurs, la santé est aujourd'hui le secteur qui, aujourd'hui, a la plus grande décorrélation entre la croissance et la valorisation. Moi, je pense que la santé est vouée à une croissance forte. Et pour la petite histoire, le prix Nobel de chimie en 2024, c'était Demis Hassabis, qui est le patron de Google. Donc l'impact de l'IA et de la technologie sur les produits santé à venir va être massif. Donc je pense véritablement... Oui, mais à la limite, si on vous suit, on se dit, si on veut, on suit votre raisonnement jusqu'au bout. Si je veux investir dans la santé de l'avenir, j'investis dans Google. Et pas forcément dans le secteur de la santé. Pareil, mais Google étant un mastodonte, il vivra au rythme des mastodontes, même si c'est un mastodonte qui fait 1% de croissance. Alors que si vous êtes dans des sociétés spécifiques, vous aurez plus de levier. Et enfin, l'énergie. Et c'est Elon Musk qui l'a dit, la nouvelle unité de valeur, c'est peut-être le watt. Et donc l'énergie, donc des secteurs qui historiquement n'étaient pas particulièrement sexy en bourse, comme les utilities, notamment aujourd'hui, se retrouvent avec beaucoup de croissance et centrales stratégiquement. Donc small mid cap, santé, utilities, Europe. D'accord. Voilà. Là, vous avez répondu à la deuxième question qui vient après, donc on va faire sauter, c'est pas grave, qui était quel placement de l'année, quelle allocation d'actifs, mais merci. Mais vous n'avez pas répondu à la question, est-ce qu'on peut avoir un krach boursier en 2026 ? Alors bien sûr. Mais attendez, Romain, vous aurez la parole bientôt. Allez-y. Sébastien. Si c'est celui qui a écrit Le Signe Noir a écrit quelque chose de très intelligent qui disait qu'en fait, quand ça arrive, tout le monde le justifie a posteriori, mais personne ne l'a vu venir. Donc la réponse, est-ce qu'il peut y avoir un krach en 2026 ? Évidemment. Romain Burnand, est-ce qu'il peut y avoir un krach boursier en 2026 ? L'homme qui déteste parler des indices et qui n'aime parler que des valeurs. Oui, j'aime bien parler des indices et des krachs boursiers parce que la vie financière est faite de bulles et de krachs. Hein. Bien sûr. Et il n'y a pas besoin de regarder l'histoire pour savoir. Nous, on a eu un krach en 2020 avec le Covid. On a eu une forme de... Alors, c'est une très forte baisse des marchés avec la guerre en Ukraine, en Europe. Donc on est dans un environnement et on a eu même une baisse de 20% au Nasdaq aux États-Unis malgré la puissance des 7 magnifiques, comme dit Hervé, de 20%. Le Nasdaq a baissé de 20%, juste pour une question de droits de douane qui après a été réglée rapidement. Donc oui, on est dans un marché qui est très instable et on parle effectivement de débasement de la monnaie. Il y a une fuite vers l'or, il y a une fuite vers les métaux précieux, il y a une fuite vers les matières premières, il y a une fuite devant la monnaie. Et l'avantage des actions, c'est que ce sont des actifs réels. Alors ce sont des actifs réels mais volatiles, mais ce sont des actifs réels. Et donc mon cher directeur général André était venu ici pour vous dire que les actions sur les 25 dernières années avaient gagné 7,7% par an. Je veux dire, on doit le redire. L'or, c'est 5% par an sur les 25 dernières années. Les fonds en euros, c'est 2-3%. Et l'inflation, ça a été 2%. Donc, sur 25 ans, il faut investir en actions. On ne sait pas quand il y aura des cracks, mais on sait qu'il y en aura. Et alors, ce qu'il faut, dans ce cas-là, c'est avoir une allocation d'actifs qui tienne compte à chacun de son aversion au risque. Et celui qui, effectivement, n'est pas capable de tolérer une baisse de 20% de son portefeuille d'actions ne devrait pas en avoir. C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est 20%. C'est se dire, est-ce que je peux tenir 20% ou sinon, j'y vais pas. Et sinon, j'y vais pas. Et il y a des bulles et des cracks, justement, parce que quand les bulles, il y a plein d'acheteurs, et quand il y a des cracks, il y a plein de gens qui vendent parce qu'ils sont dégoûtés, ils ont envie de vendre. Et donc parce qu'ils sont nerveux ou parce qu'ils sont nerveux, parce qu'ils sont aussi éventuellement en insécurité financière, bien sûr, parce que peut-être ils ont de la dette en face, parce que voilà. Donc on est dans un marché qui est aux États-Unis. C'est vrai que les particuliers américains sont investis. On a des statistiques qui sont publiées par Bank of America Merrill Lynch sur ses propres clients de banque privée. Ils sont aujourd'hui investis à 65% en actions. C'est très haut. C'est très haut. C'est un peu alors c'est pas la première fois
fois qu'on est à ce niveau-là, mais c'est des les fois où on a été là-bas, c'était en 2000 et en 2007, ce qui n'est pas très rassurant. Et Sébastien nous a donné sa répartition. Il a répondu à la question suivante. Votre répartition, si on dit action, c'est quoi ? Alors, si on dit action, je dirais souveraineté européenne. Donc, je reprends un terme qui nous est cher, correspondant au réveil de l'Europe. Depuis 10 ans, les investisseurs étrangers ont quitté l'Europe en termes d'investissement. Et ils sont revenus justement avec le plan allemand, avec le plan de réarmement. Ils sont revenus pas pour acheter LVMH ou ASML ou Novo Nordisk. Ils sont revenus pour acheter des valeurs qu'ils n'avaient pas dans leur portefeuille, donc pas les méga caps européennes, pour acheter les valeurs qui sont tout autres que les méga caps. Et donc il y a une inversion très nette en 2025, c'est que les valeurs plutôt européennes du CAC 40, pour les définir, ont monté de 30%, alors que les valeurs du CAC 40 global, donc sont tous les LVMH, les Sanofi ou même les Total, n'ont monté que de 3% l'an passé. Donc il y a vraiment eu un retour d'investisseurs vers les valeurs qui avaient un sous-jacent européen. Okay. Parce que ce sous-jacent européen était très peu cher et reste pas très cher. Ça reste votre thème. Ça reste un thème. Et si en plus on croit au réveil de l'Europe plus durable que juste une réaction à un coup de pied d'un président américain, alors là, effectivement, on a un boulevard devant nous. Et Hervé disait qu'il y avait davantage à gagner, 3-4 fois, vous avez cité, davantage à gagner une réorganisation industrielle de l'Europe par rapport à ce qu'on avait à perdre par rapport aux droits de douane américains. C'est ça où on a un vrai gisement. Et ce gisement-là, c'est les banques, c'est les compagnies de télécom, c'est des sociétés petites et moyennes européennes éventuellement, sur lesquelles on peut trouver des niches. Et je dirais c'est ça. Donc il y a ce thème-là. Et dans les pays, on peut dire la Grèce. Ah ouais. Voilà, la Grèce, qui est un pays qui est en train de se redresser, qui a fait peur à tout le monde, qui est sur un bon parcours boursier à partir des niveaux qui étaient très 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 bas et qui est dans un cercle vertueux actuellement. Et on a des valeurs grecques qui sont très intéressantes aujourd'hui. Alors à tous nos amis grecs qui nous écoutent, voilà, on va acheter de la Grèce. Le top ou flop de la semaine pour vous, Hervé Goulet-Kern? Alors moi, rapidement. j'ai un flop, c'est la décision de la Commission européenne de mettre un plancher sous le prix des voitures électriques chinoises importées en Europe, et ce, au détriment d'une taxation qui pouvait aller jusqu'à 20%. Ça veut dire que l'argent ira chez les Chinois, n'ira pas chez nous. Ça veut dire que les Chinois continuent à être libres de faire tous les gains de productivité qu'ils veulent. Et puis, en termes de relations, c'est quand même un message gentil envoyé aux Chinois. Et ça veut dire que dans cette reconfiguration de la géographie économique du monde, eh bien, on se dit, puisqu'avec les Américains, ça marche pas très bien, il faudra bien qu'on fasse avec les Chinois. Bon, je suis pas sûr que ça soit une très riche idée. Sébastien, top ou flop? Mon flop, c'est la vérité. On l'a vu avec le discours de Trump qui a dit que les États-Unis contribuaient à 100% au budget de l'OTAN. La réalité, c'est 16%. Il y a un très bon livre de Giuliano D'Ampoli qui s'appelle L'heure des prédateurs, où il explique en fait que la réalité d'un plus court, c'est juste ce qui se passe et ce qu'on dit, ce qui se passe. Juste un truc, parce que ça nous fait rire, mais moins, le CPI, les chiffres d'inflation américains, sont trafiqués. Vous savez qu'il a viré la patronne de l'INSEE américain parce qu'il n'aimait pas les chiffres. Les chiffres du CPI, on sait aujourd'hui qu'il y avait des données qu'on ne posait pas et qu'ils ont mis 0 versus la moyenne. 30%. C'est-à-dire que les chiffres récents sont faux. C'est-à-dire qu'on aura la réalité de tout ça dans 3-4 mois. Et vu l'importance de l'inflation sur les taux longs, c'est un risque. Romain, top ou flop, très rapidement. Eh ben moi, top flop, c'est le budget français. Ouais, c'est un top parce que finalement, il a des chances d'aboutir. Et c'est un flop parce qu'il a quand même fallu 3 mois pour aboutir à un résultat qui ne demande pas une vraie direction. Mais c'est comme un top. On a des chances d'avoir un budget dans quelques jours. Flop. Oui. Sur la Chine, la demande de prêt est quasiment proche de 0 en décembre. Et donc, effectivement, ça nous donne aussi un aperçu de la faiblesse de la demande intérieure en Chine. On reste sur une Chine qui est très dépendante des exportations. Donc, il n'y a pas intérêt à une guerre commerciale ouverte avec les États-Unis à présent. Allez, on passe au top 3. On a remis tout à 0. Frédéric Rosier, qui était numéro 2 et numéro 1 depuis le début de l'année, enfin cette semaine. Céline Picmal, qui était numéro 3, est passée numéro 2. Léa Dunant-Châtelet est passée numéro 3. Et maintenant,
puisque j'ai la chance d'avoir et le gourou et Warren Buffett, je voudrais une musique qui fasse peur. Je vais commencer par Warren Buffett, dit Romain Burnand en France. On va voir votre portefeuille. Romain, vous allez me dire, donc c'est le portefeuille que vous avez avec votre associé André. Je vous donne les valeurs, vous me dites si vous gardez ou si vous vendez. On a du Alten. Je garde. On a du BNP Paribas. Je garde. On a le roi du poulet LDC. Je garde. On a Unibail Rodamco. Je sors. Pourquoi ? Il reste du potentiel, mais moindre. Le titre s'est bien valorisé. Et si c'est vrai, on craint une hausse des taux longs, on peut être à risque sur une société qui est valorisée en partie par rapport au taux. Canal+, Canal+, on garde. LVMH, LVMH, on sort. pourquoi ? On a eu un très bon rebond. On avait une approche qui était tactique. Le marché était dégoûté de LVMH. Le rebond est fait. La valorisation est correcte. On a du Erste Bank Erste Bank, on garde. et on a du EMEIS, pardon. Emeis, on garde. Qu'est-ce qu'on achète, Romain ? Eh ben, on achète Orange. Alors, on reprend le train en marche sur Orange parce que le titre a déjà bien monté. Mais ça fait partie des valeurs où il peut y avoir une consolidation intra-française qui... Vous jouez la vente de SFR et on joue la vente FS qui devient de plus en plus probable. Enfin, si on en suit la logique de l'affaiblissement de SFR et les intérêts des acteurs. Et on joue aussi un plan d'Orange qui va être annoncé dans quelques semaines et qui devrait donner un peu de visibilité au marché. On se retourne vers notre gagnant 2025. Sébastien Lalvé, de grosses responsabilités. Je vais vous donner vos valeurs. Vous me dites si vous les gardez ou pas. Selectis, Je garde. Reward Media, Je garde. SMCP, Je garde. Valourec, Je garde. Soprasteria. Je garde. Vous avez de la Française de l'énergie, Idem. ID Je Logistics, garde toujours. Téléperformance, Je garde. Zalendo, Je garde. Infineon, Je garde. Ipsos, Je garde. 2G Énergie AG. Je garde. Qu'est-ce qu'on achète On achète Sartorius Tedim, valeur dans l'équipement pharma et biotech, 20 milliards de capitalisation boursière, 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est une valeur Covid qui a beaucoup monté à cette époque-là. C'est la santé, hein, ça. La alors. santé, bien sûr. On est dans votre thème. Voilà, exactement. C'était 500 € de cours de bourse fin de 21, début 22. C'est 200 aujourd'hui. Pourquoi ça a baissé ? Parce qu'ils ont massivement déstocké. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et ça y est, c'est reparti. Le déstockage est terminé. Il y a beaucoup de capex dans l'industrie pharma qui est prévu. Donc, ils vont en bénéficier. Ça va être de la croissance à 2 chiffres en résultat, à plus de 10% en chiffre d'affaires. Donc, le déstockage est fini. Le timing est bon. On y va. Comment vous expliquez juste, on a un petit peu de temps que j'avais voulu garder, vous avez fait une très belle performance sur notre portefeuille en 2025. Il y a des tuyaux, il y a des choses, des enseignements qu'on peut tirer, ou est-ce que c'était juste un coup de bol ? En fait, il y a des sociétés, moi c'est un portefeuille qu'entre guillemets j'ai depuis longtemps, une société comme Exile qui est plus dans le portefeuille, ça a été une de nos premières lignes dans les fonds pendant longtemps. Exile Technologies. Exile Technologies, on l'a portée, elle a explosé en 2025, c'est lié à la défense, aux drones. Il y avait Medincell qui est dans la santé. Il y avait pas mal de thématiques. En fait, le problème on parlait du crack tout à l'heure, d'un risque de crack. Ce qui est compliqué dans l'analyse statistique de la performance sur long terme, c'est que si vous excluez les 10 plus grosses journées sur la période, votre perf, elle n'est pas à 7%, mais elle est peut-être à 2 ou 3. Donc, en réalité, la gestion du timing, quand on est investisseur, est extrêmement compliquée. Vous vous êtes plaint pendant des années du fait que vous aviez une performance qui était moins bonne parce que vous aviez trop de valeur, mais finalement vous avez beaucoup de valeur et vous avez eu la meilleure performance. Est-ce qu'il faut avoir plutôt beaucoup de valeur ou pas assez de valeur ? Est-ce qu'il faut avoir des portefeuilles très regroupés avec des fortes convictions ou est-ce qu'au contraire il faut être très diversifié ? Là j'en ai une quinzaine. Il y a personne, il n'y a aucun gérant de fonds qui a 15 lignes dans son portefeuille. Donc en réalité... c'est une concentration de risque. Moi, je ne sais pas combien Romain a de lignes. Romain, il vaut mieux avoir un portefeuille qui est très regroupé avec des fortes convictions ou au contraire, vous conseillez aux gens qui nous écoutent, pas des professionnels, des gens qui ont leur portefeuille, d'avoir au contraire une diversification du risque, quitte à forcément avoir une dilution à la fois du risque mais à la fois du rendement. Non, moi je conseille aux particuliers un portefeuille concentré pour que les gens puissent connaître les valeurs. C'est quoi concentré ? Combien de valeurs ? Concentré, ce serait une dizaine max. D'accord. Parce que l'intérêt, c'est de bien connaître ses valeurs. Et c'est pas de choper la recommandation comme ça de quelqu'un, même venant de nous. Parce que nous, on recommande un titre aujourd'hui, mais on va pas vous dire forcément exactement le jour où on va le vendre. Donc, il faut éviter la corrélation, voilà. C'est-à-dire avoir des titres qui ne sont pas corrélés entre eux, c'est-à-dire avoir différents secteurs,
Et donc, une diversification, donc pas forcément beaucoup de titres, mais une diversification sectorielle, par exemple. Exactement, oui. Ouais, c'est ça. Ou alors on est très actif et on est capable de tourner. Oui, ce qui est pas le métier des gens. Ce qui n'est pas le métier des gens. Donc ça dépend. Si vous voulez j'achète pour l'éducation de mes enfants, pour l'université de mes enfants, et ben dans ce cas-là, on diversifie sectoriellement et on ne regarde pas. Mais comme dit Romain, il ne faut pas se diluer en disant on rajoute plein de trucs et on ne comprend pas tout et on ne connaît pas bien. Donc ce que dit Romain quand même, et ce que vous dites, c'est peu de valeurs, et surtout, c'est important ce que vous avez dit, des valeurs qu'on connaît et qu'on comprend. Il faut suffisamment connaître les valeurs pour ne pas se laisser influencer par la variation de leur cours de bourse. Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine. On m'annonce dans l'oreillette qu'elle sera exceptionnelle, l'émission de la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay, en podcast sur toutes les plateformes. C'est votre argent sur BFM Business.